J'ai entendu la sonnette sonner à 8 heures du soir, et quand j'ai ouvert la porte, mon frère se tenait là. 20 ans. 20 ans sans un mot, sans un coup de téléphone, sans un signe de vie. Il avait les yeux rouges et une mallette brune sous le bras. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a dit « Fatoumata, j'ai besoin que tu saches la vérité sûre le jour de la mort de notre père. » J'ai senti mes jambes faiblir. Je m'appelle Fatoumata, j'ai 56 ans et je vis à Lyon depuis mon mariage. Toute ma vie, j'ai porté une marque que personne n'a vue, mais qui pesait tous les jours. Mon frère Pascal avait disparu de la famille en 2004, peu après l'enterrement de notre père. À l'époque, tout le monde pensait qu'il s'était enfui de honte, parce qu'ils étaient mal disputés avec papa 2 semaines plus tôt. La lutte portait sur l'argent, sur la maison familiale, sur les promesses non tenues. J'avais 36 ans à l'époque, et je me souviens de chaque mot qu'ils se sont échangés dans la cuisine. Maman a pleuré toute la nuit. Pascal partit en claquant la porte et jura qu'il ne reviendrait jamais. Et ils étaient exécutés. Pendant 20 ans, maman et moi avons vécu avec ce trou. Elle est morteille il y a 3 ans sans avoir revu son fils. Je portais la colère pour lui seul. Jusqu'à cette nuit-là, Pascal entra lentement, comme s'il allait entrer par effraction dans la maison d'une inconnue. Il ne s'est pas serré dans ses bras, il n'a pas souri, il n'a pas essayé de faire la paix tout de suite. Il a juste regardé autour de lui et a dit « C'est différent ». Je tremblais intérieurement, mais je gardais ma voix stable. « Tu as disparu depuis 20 ans, Pascal. Maman est morte en t'attendant. Que veux-tu maintenant ?» Il s'assit sur le canapé sans demander la permission et posa le dossier sur la table basse. « Je veux que tu arrêtes de me haïr pour quelque chose que je n'ai pas fait. Cela m'a tellement agacé que j'ai failli le renvoyer sur le champ. » Mais il a ouvert le dossier et en a sorti une tasse de vieux papier, des photographies, des lettres. Mon cœur a commencé à battre un décalage. Je ne me suis pas enfuie par honte, Fatoumata. Je me suis enfuie parce que j'ai découvert quelque chose qui allait détruire tout ce que nous croyions de notre famille. Et je ne savais pas comment te le dire, à toi et à maman. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui parce que mes jambes ne pouvaient plus me tenir. « De quoi parlez-vous » Pascal passa sa main sur son visage et je vis qu'il avait beaucoup vieilli. Cheveux gris, rides profondes, yeux fatigués. Notre père n'était pas celui que nous pensions qu'il était. J'ai ri, mais c'était un rire nerveux et sourd. Bien sûr que c'était le cas. Il a travaillé toute sa vie comme mécanicien, s'est occupé de nous, a payé nos factures. Que veux-tu de plus ? Pascal secoua la tête. Il avait une autre famille, Fatoumata, une autre épouse, autres enfants. Pendant 30 ans, il a vécu une double vie. J'étais sans voix. Il ne pouvait pas digérer ces mots. Mon père, l'homme qui nous emmenait tous les jours, Pascal et moi, à l'école. L'homme qui s'est assis avec nous le dimanche pour regarder la télévision. Pascal commença à montrer les papiers. Certificat de naissance. 3 enfants sont nés à Marseille, la ville où mon père disait qu'il allait travailler tous les mois. Des photos de lui avec une autre femme, une femme blanche aux cheveux blonds, s'embrassant devant une maison que je n'avais jamais vue. Des lettres d'amour manuscrites, datées de 1985, alors que mes parents étaient mariés depuis 10 ans. J'ai senti mon estomac se retourner. Comment avez-vous découvert cela ? Pascal prit une profonde inspiration. Dans la dispute que nous avons eue, papa m'a dit qu'il allait laisser la maison à moi et à toi, mais qu'il avait une grosse dette qu'il fallait d'abord payer. J'ai demandé quelle était cette dette. Il s'est énervé, a changé de sujet. Cela m'a dérangé. Je suis allée chercher ses papiers, creusant dans les choses, essayant de comprendre. C'est là que j'ai trouvé tout cela rangé dans une vieille valise au sous-sol. J'avais la tête qui tournait. 20 ans. Il l'avait gardée seule pendant 20 ans. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Pourquoi êtes-vous parti sans rien dire ? Pascal ferma les yeux. Parce que papa est mort 2 jours après que je l'ai appris. Infarctus fulminant. Et je n'arrêtais pas de penser, pourquoi détruire son image maintenant ? Pourquoi faire souffrir encore plus maman ? Mais je ne pouvais pas m'asseoir ici à faire comme si de rien n'était. Alors je suis partie. Je pensais que c'était mieux comme ça. J'avais envie de lui crier dessus. J'avais envie de le secouer et de lui demander comment il pouvait me laisser tranquille avec tout ça. Mais en même temps, j'ai compris. C'était un poids trop lourd à porter. Et l'autre famille, est-ce qu'ils nous connaissent ? Pascal hocha la tête. Vous savez, je suis allée à Marseille il y a quelques années. J'ai trouvé la femme. Elle s'appelle Brigitte. Les enfants sont Didier, Chantal et Monique. Ils ne nous connaissaient pas non plus. Papa est mort et a laissé tout le monde dans le noir. La maison qu'il nous a promise,
Il avait hypothéqué pour payer l'éducation de ses autres enfants. La dette qu'il a mentionnée n'était que cela. J'ai senti la colère monter dans ma gorge. Ce n'était pas la colère de Pascal, c'était de la colère contre mon père, de l'homme que j'avais idéalisé toute ma vie, de l'homme que maman avait aimé jusqu'à son dernier souffle. Tout était mensonge. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine pour chercher de l'eau. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli renverser le verre. Pascal est venu après moi. Fatoumata, je sais que c'est difficile. Je l'ai porté seule pendant longtemps, mais j'avais besoin de vous le dire. Vous méritez de connaître la vérité. Je me tournai vers lui. Et maman, est-elle morte sans rien savoir de tout cela? Il baissa la tête. Je pensais que ce serait mieux comme ça. Mais maintenant, je ne sais plus. Peut-être avait-elle le droit de savoir. Peut-être que j'avais tort. Je restais silencieux pendant un long moment. Je n'arrivais pas à décider s'il avait fait ce qu'il fallait ou mal. Tout était trop déroutant. Nous sommes retournés dans le salon et Pascal a continué à me montrer les documents. Ils contenaient des relevés bancaires, des preuves de virement, des contrats. Mon père avait gardé 2 maisons, 2 vies, 2 mondes complètement séparés pendant des décennies. Et personne ne se doutait de rien. Comment a-t-il réussi à le cacher si longtemps? Pascal haussa les épaules. Il était organisé, minutieuse. Il savait exactement quoi dire, quand voyager, comment justifier ses absences. Et nous l'avons jamais remis en question parce que nous lui faisions confiance. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Confiance. J'avais fait aveuglément confiance à mon père. Et il avait trahi cette confiance de la pire des manières. Il y a encore une chose. Pascal prit une enveloppe jaunie dans la mallette. C'est une lettre qu'il a écrite. Je l'ai trouvée avec les autres papiers. Je ne pense pas qu'il ait jamais eu le courage de le donner à qui que ce soit. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes et je l'ai ouverte. Les paroles étaient de lui, sans aucun doute. La lettre commençait ainsi. « Si quelqu'un lit ceci, c'est parce que je ne suis plus là. Je sais que j'ai fait des erreurs impardonnables. J'ai essayé d'être 2 hommes en même temps et j'ai fini par n'en être aucun du tout. J'aime mes 2 familles, mais je sais que cela ne justifie rien. Je suis lâche de ne pas avoir eu le courage de choisir. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai blessés. Mes yeux se sont remplis de larmes. Ne vous apitoyez pas sur son sort, mais de colère mêlée de tristesse. J'ai lu toute la lettre. Il a raconté comment il avait rencontré Brigitte lors d'un voyage d'affaires, comment il était tombé amoureux, comment il n'avait pas réussi à rompre avec elle ou avec maman. Il a parlé du poids de vivre dans le mensonge, de la peur d'être découvert, de la honte qu'il ressentait tous les jours. À la fin, il demandait pardon, disait qu'il espérait qu'un jour tout le monde pourrait avancer sans lui. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. C'était vraiment un lâche. Pascal acquiesça silencieusement. Nous sommes restés assis là pendant des heures à parler de tout. De notre enfance, des mensonges qui avaient maintenant un sens, des week-ends où papa disait qu'il travaillait et qu'il était en fait avec l'autre famille. Pascal m'a dit qu'il suivait une thérapie depuis des années pour pouvoir faire face à tout cela, qu'il avait essayé à plusieurs reprises de me contacter, mais qu'il abandonnait toujours à la dernière minute par peur de ma réaction. Je lui ai dit que je comprenais, mais qu'il me manquait aussi beaucoup, qu'il avait été difficile de s'occuper seul de maman ces dernières années, qu'il y avait des moments où je me sentais complètement perdue. « Et maintenant ?» demandai-je. « Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» Pascal soupira. « Je ne sais pas, mais je pense que nous devons décider ensemble. Je suis venue ici parce que je ne veux plus porter cela seule. Et parce que je veux que ma sœur revienne. Cela m'a brisée. » J'ai commencé à pleurer et il m'a serré dans ses bras. C'était la première étreinte en 20 ans. Et même avec toute la douleur, toute la confusion, toute la colère, j'ai ressenti un énorme soulagement. Parce qu'enfin, je n'étais plus seule avec les fantômes de ma famille. Les jours suivants, Pascal a séjourné dans un hôtel voisin et nous avons beaucoup parlé. Il m'a montré des photos des autres frères, m'a raconté comment s'était passée la rencontre avec eux, m'a dit qu'ils étaient aussi confus et blessés. Brigitte, l'autre épouse, avait été dévastée quand elle avait appris notre existence. Elle pensait qu'elle avait été la seule. Ses enfants s'étaient révoltés, moi aussi. En fin de compte, nous avons tous été victimes des choix de mon père. J'ai décidé que je voulais les rencontrer. Non pas parce que j'ai pardonné ce qui s'était passé, mais parce qu'ils faisaient aussi partie de cette histoire. Pascal organise une rencontre à Marseille 2 semaines plus tard. J'étais nerveux, mais j'y suis allé. Brigitte était une femme élégante, avec des cheveux blancs maintenant, des yeux fatigués. Elle m'a salué poliment, mais j'ai vu la douleur sur son visage. Les enfants avaient à peu près mon âge. Didier était l'aîné, sérieux,
et calme. Chantal était expansive et parlait beaucoup. Et Monique était la plus jeune et semblait encore tout digérer. Nous nous sommes assis à une table basse et avons parlé pendant des heures. Chacun a raconté ses souvenirs de notre père, les voyages qu'il a faits, les excuses qu'il a données. C'était surréaliste de réaliser à quel point les histoires s'emboîtent parfaitement. Quand il nous a dit, à Pascal et à moi, qu'il était à Marseille pour le travail, il était avec eux. Quand je leur ai dit que j'étais à Lyon pour le travail, j'étais avec nous. C'était un parfait rouage de mensonges. À la fin, Brigitte a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Il nous a volé la vérité. Et c'est quelque chose dont nous ne nous remettrons jamais. Je suis rentrée à Lyon différent. Je n'étais plus en colère contre Pascal. J'étais en colère contre mon père, mais aussi désolée pour lui. Parce que vivre comme ça pendant tant d'années a dû être l'enfer. Mais en même temps, il avait choisi cela. Personne ne l'avait forcé à entretenir 2 familles. Il aurait pu rompre avec l'un d'entre eux, il aurait pu être honnête, il aurait pu éviter toute cette douleur. Mais il ne l'a pas fait. Et maintenant, nous devions tous faire face aux conséquences. Aujourd'hui, presque 1 an après ce jour, Pascal et moi avons de nouveau une relation. Ce n'est plus comme avant, parce que beaucoup de choses ont changé. Mais nous nous parlons toutes les semaines. Nous nous rendons visite, nous essayons de reconstruire ce qui a été perdu. Je garde également le contact avec Didier, Chantal et Monique. Nous ne sommes pas une famille unie, mais nous existons dans le même espace maintenant. Et c'est déjà quelque chose. Il y avait des jours où je voulais tout effacer de mon esprit et faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Il y avait des jours où j'avais envie de crier sur mon père, même s'il était mort depuis si longtemps. Mais avec le temps, j'ai compris que garder des secrets ne protège personne. Cela laisse tout le monde seul avec la douleur. Et que la vérité, aussi difficile soit-elle, vaut toujours mieux que de vivre dans l'illusion. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous avez découvert quelque chose qui a changé tout ce que vous croyiez, sachez que vous n'êtes pas seul. La douleur est réelle, la confusion est réelle, mais nous pouvons nous en sortir. J'ai traversé, et aujourd'hui je vis avec la vérité, peu importe à quel point c'est difficile. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui nous libère. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, écrivez « Truth Free » dans les commentaires. Et si vous avez quelqu'un dans la famille que vous devez retrouver, n'attendez pas 20 ans comme nous l'avons fait. La vie est trop courte pour vivre seul avec autant de poids. Après cette rencontre à Marseille, j'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai rêvé de mon père assis à la table de la cuisine, me regardant avec ce sourire que je connaissais si bien, et quand j'ai essayé de lui parler, il a disparu. Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant, et j'ai passé des heures à regarder le plafond en essayant de comprendre comment j'avais pu vivre 36 ans à côté de quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Pascal m'appelait presque tous les jours pour savoir comment j'allais. Il comprenait ce que je vivais parce que j'avais traversé tout cela seul pendant 2 décennies. C'est lors d'un de ces appels qu'il m'a dit quelque chose qui a encore tout changé. « Fatoumata, j'ai encore trouvé une chose. Je ne voulais pas te parler au téléphone, mais je pense que tu dois le savoir maintenant. » Mon estomac s'est retourné. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Il hésita. Papa a laissé un compte en banque. Un récit secret qu'aucune des 2 familles n'était au courant. Il y a de l'argent là-bas. Beaucoup d'argent. J'étais sans voix. Qu'est-ce que tu veux dire beaucoup d'argent? Pascal prit une profonde inspiration. Environ 200 000 €. Il a dû le conserver au fil 2 ans, probablement pour une urgence ou pour garantir quelque chose après sa mort. Le problème, c'est que le compte est à son nom et à celui de quelqu'un d'autre. Une femme nommée Khadija. J'ai senti mon corps se figer. Qui est Khadija? Pascal ne savait pas. Aucun d'entre nous ne connaissait ce nom. Ce n'était pas maman, ce n'était pas Brigitte, ce n'était pas l'une des filles. C'était quelqu'un d'autre. Et cela signifiait qu'il y avait peut-être encore plus de secrets enfouis dans la vie de notre père. J'ai pris rendez-vous avec Pascal en personne le lendemain. Je ne pouvais plus m'en occuper au téléphone. J'avais besoin de voir les documents. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Lors de notre rencontre, Pascal m'a montré le relevé bancaire qu'il avait obtenu d'un avocat. Le compte avait été ouvert en 1998 et recevait des dépôts réguliers jusqu'en 2004, l'année du décès de notre père. Le nom complet de l'autre titulaire était Khadija Traoré. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. « Pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'une 3e famille ?» demandai-je d'une voix tremblante. Pascal secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais nous devons découvrir qui est cette femme. Nous avons engagé un détective privé.
J'ai dépensé mes économies là-dessus parce que j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir jusqu'où allait le mensonge de mon père. Il a fallu 3 semaines à l'enquêteur pour retrouver Khadija. Elle vivait à Paris, avait 72 ans et travaillait comme infirmière à la retraite. Lorsque l'enquêteur lui a demandé si elle connaissait mon père, elle a dit oui. Elle a dit qu'elle était une amie proche de lui depuis de nombreuses années. Mais il n'a pas voulu donner plus de détails par téléphone. Pascal et moi sommes allés à Paris pour la rencontrer. Mon cœur battait tellement le train que j'ai cru qu'il allait exploser. Sa maison se trouvait dans un quartier calme, un vieil immeuble avec des fenêtres en bois. Quand elle a ouvert la porte, j'ai vu une femme noire aux cheveux blancs, aux yeux doux et au sourire fatigué. « Vous devez être ces enfants », a-t-elle dit avant même que nous nous présentions. « Oh, entrez s'il vous plaît ». Son salon était petit, mais confortable, plein de plantes et de photographies. Elle nous a servi du thé et s'est assise dans le fauteuil en face de nous. J'imaginais qu'un jour tu te présenterais. Cela a pris plus de temps que prévu. Ma voix est devenue rauque. Qui êtes-vous ? Qu'étais-tu pour mon père ? Khadija prit une gorgée de thé avant de répondre. J'étais sa sœur. Le monde s'est arrêté. J'ai regardé Pascal et j'ai vu qu'il était tout aussi choqué que moi. Sœur ? Mon père n'avait pas de frères et sœurs. Il a toujours dit qu'il était enfant unique. Khadija sourit tristement. Il a dit cela parce que notre mère l'a eu avec un homme marié. Quand je suis née, 3 ans plus tard, c'était avec un autre homme, également marié. Notre mère nous a élevés seuls, dans la pauvreté, et est morte jeune. Son père avait honte de cette histoire. Lorsqu'il a réussi à se construire une vie meilleure, il a tout effacé du passé, y compris moi. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Mais le compte bancaire, pourquoi a-t-il mis son nom ensemble ? Khadija se leva et alla dans un placard. Il sortit une vieille mallette et revint, parce qu'il se sentait coupable. Après la mort de notre mère, il m'a abandonnée. J'avais 17 ans et j'étais seule. J'ai eu faim, j'ai dormi dans la rue, j'ai tout fait pour survivre. Des années plus tard, alors qu'il était déjà établi, il m'a rencontré par hasard dans une clinique où je travaillais. Il a pleuré en me voyant. Il a dit qu'il avait été lâche. Et il a commencé à déposer de l'argent sur ce compte tous les mois pour rattraper les années qu'il m'a laissées tranquilles. Pascal passa la main sur son visage. Il n'a jamais rien dit sur toi. Rien. Pas pour ma mère, pas pour Brigitte, pas pour nous. Khadija hocha la tête. Je sais. Il m'a demandé de ne jamais te chercher. Il a dit qu'il gâcherait tout si quelqu'un l'apprenait. J'ai accepté parce que j'avais besoin d'argent et parce qu'au fond de moi, j'aimais toujours mon frère, même s'il m'a abandonnée. Sa voix se brisa. Mais après sa mort, je me suis retrouvée seule, avec un compte plein d'argent dont je ne savais pas si j'avais le droit d'utiliser. Je n'arrêtais pas de la regarder et je voyais tout clairement. Mon père n'était pas seulement un homme qui subvenait aux besoins de 2 familles, c'était un homme qui a passé toute sa vie à fuir ce qu'il était vraiment. Fuir la pauvreté, fuir la honte, fuir le gens qu'il aimait parce qu'il avait peur de ne pas être assez. Et dans le processus, il a blessé tout le monde autour de lui. « L'argent est à toi », ai-je dit. Il a mis votre nom sur le compte parce qu'il voulait que vous l'ayez. Vous n'avez pas besoin de notre permission. Khadija s'est mise à pleurer. « Je ne veux pas d'argent, je veux ma famille. J'ai passé toute ma vie seule. Pas de frère, pas de neveu, personne. Quand il est mort, j'ai perdu la seule personne qui me reliait encore à quelque chose. » Pascal se leva et la serra dans ses bras. Et j'ai fait la même cause. Là, dans cette petite pièce de Paris, 3 personnes qui avaient été séparées par le mensonge se sont enfin rencontrées. Khadija nous a raconté des histoires de son enfance avec notre père. Comment ils se partageaient le peu qu'ils avaient, comment il la protégeait des garçons du quartier, comment il rêvait d'une vie meilleure, et comment tout s'est effondré lorsqu'il a décidé qu'il avait besoin d'effacer le passé pour aller de l'avant. C'était douloureux à entendre, mais c'était aussi libérateur, parce que finalement, les pièces se sont mises en place. Nous sommes rentrés à Lyon ce soir-là, et je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tous les choix que mon père avait faits, à toutes les personnes qu'il avait blessées, à toutes les opportunités qu'il avait eues de faire différemment et qu'il n'avait pas faites. Mais j'ai aussi pensé à Khadija, seule pendant tant d'années, attendant une famille qui n'est jamais venue. Et j'ai décidé que je n'allais pas répéter ces erreurs. J'allais le faire différemment. Aujourd'hui, Khadija fait partie de ma vie. Nous nous parlons toutes les semaines. Elle vient me rendre visite tous les 2 mois et je l'ai déjà emmenée rencontrer Didier, Chantal et Monique. Au début, c'était étrange pour tout le monde.
Mais avec le temps, nous avons appris que la famille n'est pas seulement le sang. C'est le choix, c'est la présence. C'est vrai. L'argent du compte, nous l'avons réparti entre nous tous, y compris Khadija. Elle a essayé de refuser, mais Pascal et moi avons insisté. C'était le moins que nous puissions faire après tout. Et avec ma part, j'ai monté un petit fonds pour aider les femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Des femmes qui ont découvert des secrets, qui ont été trahies, qui ont dû reconstruire leur vie à partir de zéro. Il y a des jours où ça fait encore mal. Il y a des jours où je regarde la photo de mon père Hit, où je me sens en colère. Mais il y a aussi des jours où je regarde sa photo et je me sens désolée. Parce qu'il a vécu toute sa vie piégé dans ses propres mensonges. Et il est mort sans avoir jamais été vraiment libre.